Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Anews Mobility, le média 100% dédié à l'écosystème des mobilités durables. Aujourd'hui, nous sommes ravis de recevoir pour cette nouvelle grande interview Denis Bertrand, donc, qui est directeur général de l'Estaca. Bonjour Denis Bertrand. Bonjour Yves, merci de votre invitation. Alors si vous voulez, on va apprendre à vous connaître. On va démarrer cette interview par une séquence identité personnelle. Et puis vous allez nous parler de votre parcours, comment vous êtes arrivé à l'Estaca. Et puis identité ensuite de l'Estaca, nous dire un petit peu ce que c'est et puis ce que vous voulez en faire. Très volontiers. Alors, qui est Denis Bertrand? Denis Bertrand, c'est le directeur de l'Estaca aujourd'hui. L'Estaca, école d'ingénieurs spécialisée dans le domaine des mobilités connectées, intelligentes, durables. Mais c'est aussi un officier de marine qui a fait 40 ans dans la marine nationale, avec des responsabilités opérationnelles, avec une vision à la fois stratégique du monde et la connaissance du domaine très appliqué, qui est la conduite d'un navire de guerre, par exemple. J'ai rejoint l'Estaca il y a un an, à la demande de son président, pour accompagner l'évolution de cette école centenaire. Et c'est une très grande fierté, une très grande responsabilité, car c'est un véritable héritage qui m'est confié. Alors, comment on passe de naval, de la marine de guerre, à accepter d'être directeur d'une école d'ingénieurs? Qu'est-ce qui est intéressant dans le challenge? Quel est le challenge? Je dis souvent que je n'ai pas l'impression d'avoir changé de métier, mais d'avoir changé d'affectation. Pendant 40 ans, mon seul but a été de servir mon pays et de faire progresser, de développer les talents de ceux qui m'étaient confiés. J'ai eu beaucoup de responsabilités dans le domaine du développement des talents dans la Marine nationale, avec des postes dans la formation à l'école navale, ou bien la direction de la formation de 5e année des élèves de l'école navale à bord du célèbre porte-hélicoptère Jeanne d'Arc, l'année de Master 2 des officiers de marine. J'ai également été en responsabilité de recruter ces officiers et de gérer leur carrière, développer les talents, identifier les hauts potentiels, etc. Et c'était assez naturel pour moi d'envisager de continuer à servir au sein de la formation où je retrouve les grands drivers qui ont sous-tendu ma vision des responsabilités par rapport aux équipes qui m'étaient confiées. Je mets en œuvre des capacités que j'ai pu acquérir dans ma précédente carrière, notamment en termes de capacité managériale, développement d'une vision, fédérer des équipes, donner un but, avancer. Et véritablement, je retrouve à l'Estaca la pleine conscience que je suis utile à mon pays en lui contribuant à former les ingénieurs dont il a besoin et dont il manque parfois cruellement. Alors justement, aujourd'hui, on parlait de l'Estaca avant ou encore à Levallois-Perret, parce qu'à la fin, ils faisaient plus beaucoup de travaux, donc c'était pas très engageant. Mais parce que de toute façon, ils allaient partir à Saint-Quentin dans des nouveaux locaux. L'Estaca aujourd'hui, alors à l'époque, c'était automobile aéronautique en gros. Voilà. Un petit peu de ferroviaire, mais. Et aujourd'hui, alors l'Estaca, c'est quoi? C'est quelle strate quel pan de la mobilité? C'est combien de sites? C'est combien d'élèves, de filières, etc. Comment c'est organisé? Donnez-nous envie d'aller à des jeunes de s'inscrire à l'Estaca. L'Estaca, c'est d'abord une école d'ingénieurs indépendante. C'est très important. Et c'est une école de référence dans le domaine des transports et des mobilités, avec un rayonnement international. Notre mission, c'est de former les ingénieurs qui inventeront et qui développeront les mobilités de demain. Et on a plusieurs caractéristiques. L'Estaca, c'est une école à but non lucratif. L'ensemble de nos ressources sont consacrées à l'école, à la qualité de la formation et au bien-être des étudiants. L'Estaca, c'est une école multiniveau. Nous formons des ingénieurs en recrutant des étudiants en post-bac ou en sortie de classe prépare sur concours, mais également sur dossier en bac plus 1, bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4. Nous avons une offre de formation 3e cycle avec des doctorants et un master spécialisé. Et enfin, nous faisons de la formation continue au profit de salariés.
Nous sommes une école spécialisée dans les 5 filières du transport et de la mobilité. Historiquement, l'aéronautique et l'automobile. Depuis 30 ans, le ferroviaire et le spatial. Et depuis 5 ans maintenant, le naval. C'est unique en France et ça nous donne la capacité de former des experts du domaine qui arrivent plug and play dans les entreprises, car ils ont été formés 4 ans sur 5 au sein d'une filière, mais également développer une vision systémique en faisant cohabiter ces 5 filières. Enfin, c'est une recherche appliquée au domaine des transports et mobilités durables, une recherche appliquée qui a un impact positif sur la formation de nos étudiants. Alors quand on dit naval, la dernière brique de l'édifice, ça regroupe à la fois le maritime et le fluvial, ou c'est uniquement le maritime ? C'est le naval en général, que ce soit la plaisance, que ce soit les grandes compagnies maritimes et les navires de transport, voire la marine nationale. On a de nombreux étudiants qui se dirigent vers des entreprises comme Naval Group, qui est un partenaire important pour nous, pour faire carrière. Il n'y a pas d'exclusive. Alors qui dit secteur des mobilités, pour que ça fonctionne, il faut aussi travailler, je suppose, et que les élèves ingénieurs s'occupent aussi d'énergie, puisque surtout en ce moment, il y a des choix d'énergie qui se font, qui se défont, qui se complexifient selon les usages. J'espère que ce sera vraiment qu'on finira par se mettre d'accord selon les usages avec des énergies probablement différentes. Il y a les énergies, puis après, il y a l'autre pan. On va commencer par parler des énergies, mais l'autre pan, c'est un petit peu tout ce qui est informatique, système de gestion transverse, des choses comme ça, des produits qui permettent de faire de la gestion de mobilité d'un point A à un point B, qui viennent au-dessus. Donc, c'est des sujets transverses par rapport à chacun des secteurs. Est-ce que ça aussi, ce sont des choses qui sont abordées ou pas à l'ESTACA, et sous quelle forme ? Alors, oui, bien sûr, c'est abordé. C'est abordé au travers d'une formation dont je l'ai dit, qui s'enrichit de la cohabitation de plusieurs filières et donc d'une vision systémique. C'est abordé par le prisme des projets. Nous avons une pédagogie en mode projet, qu'il s'agisse de projets associatifs, qu'il s'agisse de projets industriels, qu'il s'agisse de projets qu'on appelle des projets fédérateurs qui durent sur plusieurs années, ou qu'il s'agisse de projets associés à la recherche. Cette vision d'une pédagogie en mode projet pousse les étudiants à avoir une vision transverse de la mobilité et d'envisager par le prisme peut-être d'un moyen de transport un service rendu qui est la finalité du transport, c'est-à-dire véritablement la mobilité. Nous avons qui le traduit assez bien, des spécialisations de 5e année, qui vont de plus en plus vers une vision transverse. Si je parle par exemple d'une spécialisation en éco-conception, eh bien cette spécialisation s'adresse à des étudiants qui, pendant les 4 années précédentes, ont pu être dans n'importe laquelle des 5 filières que nous développons. Est-ce qu'il y a encore des filières à développer ? Enfin, après, si on a les systèmes, il y a les systèmes de transport par câble, il y a des choses comme ça. Parce que je sais que le téléphérique en ville est une source de développement pour ceux qui travaillent dans ce domaine, parce que c'est vrai que dans les stations de sport d'hiver, ça a plutôt tendance à fermer pour certaines. Donc le transport par câble, et puis en plus, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement très coûteux et qui peut remplacer ou venir en parallèle. Par exemple, si on doit faire traverser en ville, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de relief, une route, un canal, une voie de chemin de fer, etc. Si on veut faire des espèces de 8 très compliqués ou des tunnels, etc. On prend un transport par câble et puis voilà, on résout le problème. Est-ce qu'il y a de l'appétence pour ça, non seulement pour les gens
qui sont dans les secteurs et qui demandent, parce que je ne sais pas où ils se forment, je pense qu'ils se forment chez les fabricants et les constructeurs, mais qu'il n'y a pas spécialement de formation là-dessus. Alors, on essaye de coller naturellement à l'évolution des mobilités. La question que vous posez pose la question de l'intermodalité. C'est véritablement pour moi un des enjeux de notre formation et de plus en plus présente dans la façon dont on aborde cette formation. Nous sommes l'école, je l'ai dit, des mobilités intelligentes, durables et connectées. Qui dit mobilité connectée, dit urbanisation du transport, dit smart cities, dit intermodalité. Nous avons renouvelé, il y a quelques semaines, notre partenariat avec Keolis. Keolis, qui est un acteur majeur de la mobilité, de la mobilité urbaine en particulier, qu'elle soit ferroviaire avec le métro, le tramway, ou qu'elle soit routière avec l'exploitation de lignes de bus. J'attends beaucoup de ce partenariat pour enrichir la culture de nos étudiants et de l'école dans le domaine de l'intermodalité. Je pense que aucun domaine, en définitive, n'est exclu des capacités des ingénieurs que nous formons. Nous formons des ingénieurs spécialisés, mais nous formons des ingénieurs, c'est-à-dire des gens qui ont appris à apprendre et qui ont appris à circonscrire un problème et à le démêler. Je dis souvent à mes jeunes étudiants, quand vous étiez au lycée, on vous donnait un problème, on vous donnait les paramètres et vous deviez trouver la solution. Quand vous êtes ingénieur, vous devez circonscrire vous-même un problème flou, vous devez choisir les paramètres sur lesquels vous allez agir et vous devez dégager la moins mauvaise des solutions possibles. C'est d'ailleurs pour ça qu'on retrouve des anciens de l'ESTACA dans beaucoup de domaines. Vous l'avez dit tout à l'heure, le naval existe en tant que filière de formation à l'ESTACA depuis 4 ans maintenant. Les premiers élèves qui vont être diplômés de la filière navale le seront à la fin de cette année. Et pourtant, nous avons 6 ou 7% de nos étudiants, de nos anciens étudiants, qui travaillent dans le secteur du naval. Vous parliez du câble, c'est amusant, ça fait écho à ce que j'ai vécu, moi, officier de marine à Brest, où j'ai vu la création de ce téléphérique qui fait franchir le bras de mer là, qui coupe Brest en deux. Et bien sûr, ce n'est pas une filière, bien sûr, ce n'est pas une spécialisation. Mais j'ai un étudiant qui, pas plus tard que ces derniers jours, était en stage dans une entreprise leader dans le transport par câble. Alors, est-ce que quand un étudiant a fait son tronc commun, a fait sa spécialisation, est-ce qu'on peut imaginer est-ce que c'est possible à l'ESTACA de faire une double spécialisation, c'est-à-dire de dire, moi, je veux être aéronautique et spatiale, et même si j'ai choisi principalement aéronautique, ou est-ce que je suis obligé d'aller essayer de rentrer à super-héros après, ou de faire, je fais un peu de provocation. Non, au contraire. Et est-ce que ou alors est-ce que je dois aller faire un master, des masters supplémentaires ailleurs? Alors, mais vous faites très bien de citer Supaéro, qui est une école amie. Nous faisons partie du groupe ISAE. Avec Supaéro, et nous faisons partie des 6 écoles qui sont au cœur du groupe ISAE, et grâce à ça, nos étudiants, qu'ils soient en formation par alternance ou en formation d'ingénieur, peuvent faire des formations de dernière année dans les écoles du groupe ISAE, dont Supaéro. Nous avons beaucoup de partenariats avec des écoles comme Kedge, par exemple, une business school avec où nos étudiants peuvent aller passer des masters dans le domaine de la supply chain ou de la logistique. Nous avons des partenariats avec l'université de Paris-Saclay, avec Dauphine, avec la Sorbonne, avec l'INSA, avec Centrale Supélec. Il y a à peu près 10% de nos étudiants qui sont à la fois diplômés de l'ESTACA, voire d'un double diplôme avec une école avec laquelle nous avons conclu ces accords, ou diplômés de l'ESTACA et d'un master délivré par une autre de ces écoles. C'est absolument essentiel. Ça prouve la réputation de notre école, qui est toujours très bien accueillie lorsque nous approchons un partenaire ou
plus souvent encore lorsqu'un partenaire nous approche. Et c'est absolument essentiel pour former des ingénieurs qui ne sont pas seulement des super techniciens, mais comment dire, citoyens responsables qui pensent la transformation du domaine des transports, qui sont conscients de leurs responsabilités sociétales et qui sont conscients de leurs responsabilités dans un monde comment dire, qui est en pleine transition, en transition énergétique, en transition environnementale. Alors, ces mobilités, justement, on peut aborder un petit peu la séquence baguette magique, comme je dis. Vous avez une vue, justement, une approche et une vue systémique des mobilités. C'est ce qui est intéressant, parce que généralement, les gens, ils sont en silo, ils sont dans leur silo. On a raison, les autres, c'est nous qui comptons, pas les autres. Qu'est-ce que, selon vous, si vous pouviez agir sur les mobilités, sur quel bouton il faudrait, pour vous, appuyer pour que ça avance, que ça progresse? On a l'impression quand même que c'est naturel aussi, hein, quand quand Alstom fait on lui commande des nouveaux trams, bon, ils seront installés 10 ans après. Quand c'est des chemins de fer, voilà, c'est très long. On peut fabriquer des voitures plus vite, mais des avions, des trains ou des bateaux, c'est un peu plus compliqué. C'est quoi? C'est de la réglementation, c'est de la fiscalité, sur quoi on peut appuyer? Il y a beaucoup de choses dans votre question. Effectivement, cesser de travailler en silo. Et je constate que c'est le cas. Alstom et Safran, si j'ai bonne mémoire, ont noué un accord pour travailler ensemble. Moi, je pense que si on devait agir sur quelque chose, ce serait sur notre capacité à accélérer les mutations sans fermer d'options. Il faut travailler sur la boucle courte entre formation, recherche, industrialisation, retour d'expérience. L'exemple dramatique de l'Ukraine dans le domaine des drones est absolument hallucinant et illustrateur de la façon dont cette boucle courte peut s'accélérer, en l'occurrence sous la contrainte d'une guerre et des drames que ça entraîne, mais en entraînant des progrès sur un cycle qui se passe parfois sur 3 ou 4 semaines à peine. Et ça passe par le rapprochement des univers de l'entreprise, de la start-up, de la recherche et de la formation. Il y a pas mal de projets en cours, il y en a qui en portent, et l'Estaca entend bien être un des acteurs de cette approche-là. Comment vous travaillez avec les startups de la mobilité, justement? Essentiellement via, aujourd'hui, des stages qui sont proposés à nos étudiants, mais également avec l'intervention de professionnels dans nos formations. L'Estaca, c'est 190 salariés à peu près, dont on va dire qu'un petit tiers est constitué d'enseignants, mais ce sont aussi 400 intervenants extérieurs, en général ingénieurs, qui viennent dispenser des cours, des modules, dans un domaine précis, ce qui permet à la fois de bénéficier de toutes leurs compétences techniques, de donner aux étudiants la vision des besoins de l'entreprise, de la réalité de l'entreprise, et, j'allais dire, de ses besoins actuels et futurs. Les startups font partie comment dire, de ceux qui sont capables d'éveiller nos étudiants, de les intéresser, d'apporter une plus-value à leur formation et un dynamisme dans leur formation. C'est quoi le ratio je crois que vous avez un fort pourcentage de diplômés. C'est par rapport il n'y a quasiment pas d'échec. Quand on suit tout le cursus Estaca, vous êtes à plus de 90%, je crois, de réussite. Oui, l'Estaca, c'est une école qui se passe en 5 ans, pour ceux qui sont rentrés en post-bac, et puis on a des entrées parallèles, comme je l'ai dit tout à l'heure, en deuxième et en troisième année. 5 ans, c'est long. C'est un marathon. Comme dans tout l'enseignement supérieur, on a des étudiants qui, au bout d'un an, découvrent que leur bagage scientifique antérieur n'est pas suffisant, qu'ils n'ont pas réussi à prendre le rythme, etc. Donc Ils ont le droit de redoubler? Alors, il y a effectivement une exigence de qualité. Donc,
on peut avoir des étudiants qui redoublent, on peut avoir des étudiants qui se réorientent et nous les accompagnons pour se réorienter vers d'autres formations. Mais notre responsabilité, notre but, notre vocation, c'est d'aider tous les étudiants à aller vers la réussite en les soutenant, en identifiant leurs difficultés et en leur proposant le soutien dont ils ont besoin. Vous parliez tout à l'heure de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle est présente à l'ESTACA. Elle est présente dans des modules d'enseignement où on va toucher le big data, le machine learning, enfin ce genre de domaine. Elle est présente dans des expérimentations que nous faisons, de développer un chatbot, par exemple, pour l'instant appliqué aux mathématiques de deuxième année, et qu'on va travailler dans le but d'en faire un outil qui puisse être au service des étudiants. Elle est présente comme optimisation de notre recherche, notamment l'optimisation des mobilités connectées. Et moi, j'ai pour ambition, et d'ailleurs on travaille en lien très étroit avec le groupe ISAE là-dedans pour unir nos forces et nos idées, de continuer ce mouvement-là pour que l'intelligence artificielle soit présente à la fois comme un objet de formation pour les futurs ingénieurs, comme un outil de formation pour les pédagogues, comme un outil pour la recherche, mais également comme un outil de fonctionnement de la petite entreprise que nous sommes et qui a des RH, des finances, etc. L'intelligence artificielle, j'y compte beaucoup, moi, pour aider des étudiants à devenir encore plus acteurs de leur formation, en étant capables d'accéder à des, des fiches, des résumés, des challenges qui vont être nativement adaptés à leurs propres besoins, leurs propres difficultés, leurs propres centres d'intérêt. Donc le but, oui, c'est d'accompagner tous nos étudiants vers la réussite. De ce point de vue-là, l'ESTACA, par la diversité de ses formations, par son côté très appliqué, est capable d'accueillir des étudiants, je dirais, qui ont toutes les formes d'intelligence. Pendant très longtemps, l'enseignement en France, l'éducation nationale a été le monde de l'abstraction. Pour être brillant, il fallait être capable d'abstraction. L'ESTACA a été très tôt une de ces rares écoles qui a pris conscience qu'il y avait d'autres formes d'intelligence et qu'on pouvait très bien la développer en étant devant un tableau noir à parler d'effet Venturi le matin et devant un turbo de voiture l'après-midi à travailler dessus de façon appliquée. Oui, parce que vous avez des laboratoires intégrés, vous avez, ça existe toujours les challenges ESTACA ou de conduite économe, etc., d'éco-conduite. Ce genre de... Parce qu'il y a la théorie, puis il y a la pratique. Alors, on a bien évidemment, on a effectivement nos laboratoires de recherche qui travaillent sur des thématiques comme la qualité de l'air, comme l'allègement des structures, comme l'énergie et les systèmes de contrôle. Et on a, donc, très utile pour les étudiants, à la fois pour mettre en place des plateformes pédagogiques, pour les rapprocher du monde de la recherche et de l'innovation. Et puis on a les projets industriels, les projets dont je parlais tout à l'heure, mais on peut faire un focus, si vous voulez, sur les associations. On a mettons 45 associations à l'ESTACA, qui sont des associations étudiantes, qui vivent leur vie. Et ces assos sont, pour les 3/4 d'entre elles, des assos techniques. Où on va électrifier un véhicule thermique pour participer à des compétitions, où on va développer des engins pour battre des records d'altitude dans l'espace. Donc les associations sont un espace de liberté pour les étudiants, mais je dirais qui est consubstantiel de la nature de la formation à l'ESTACA. Dans les assos, encore une fois, ils doivent concevoir un projet, aller chercher des sponsors, un budget, faire de la communication, se répartir les tâches, interagir entre associations. Tel asso qui va développer un véhicule électrique va se rapprocher d'une autre asso, par exemple dans le modélisme, où ils seront plus forts en matière d'électronique ou de cerveau-commande ou que sais-je, pour travailler ensemble et s'enrichir. Mais il y a aussi des projets qui sont bien plus encadrés, des projets industriels qui nous sont confiés par des entreprises, qui confient à des étudiants de l'ESTACA souvent une sous-partie
d'un projet qu'ils conduisent eux-mêmes et que les étudiants vont réaliser, eux, sur un an, avec un tuteur qui est de l'entreprise, et où là, forcément, il y a une finalité qui est identifiée, c'est encadré, c'est suivi par des professeurs également de l'école. Donc on a cette double approche en matière de projet. Donc à l'Estaca, est-ce qu'on peut parler je fais juste une parenthèse sur la parité, est-ce qu'on peut, à l'époque, quand ils étaient encore à Levallois-Perret, il y avait beaucoup de garçons dans les classes. On en est où alors de ces femmes ingénieurs? Alors si je fais la big picture, parce que la question est vraiment très intéressante. L'Estaca, aujourd'hui, c'est 2850 élèves, répartis sur nos sites de Saint-Quentin en Yvelines, 1500 élèves, Laval, 900 élèves, et Bordeaux. Alors Bordeaux, c'est récent. Bordeaux, on y est depuis 4 ans, mais cette année, on a ouvert notre propre campus. Nous étions abrités par les locaux de l'ENSAM. Nous avons ouvert notre propre campus et nous sommes à 360 étudiants en visant 700 étudiants d'ici 3 ans. Une majorité de garçons, c'est vrai. Et c'est une vraie question. Car, et même dans les enseignants, je suppose? Non, les enseignants, enfin, il y a beaucoup d'hommes, bien sûr, mais il y a beaucoup de femmes professeurs, notamment dans les matières scientifiques, mathématiques, physique, etc. L'Estaca a longtemps plafonné autour de 15% de jeunes filles parmi ses étudiants. Cette année, nous sommes à 22%. Est-ce que c'est le fruit du hasard? Je ne le crois pas totalement. C'est le fruit d'une volonté de l'école, des écoles d'ingénieurs en général, de développer chez les jeunes filles le goût des sciences et d'ouvrir parfois des portes que leur environnement, leur culture, les traditions leur laissent penser qu'elles ne leur seront pas ouvertes. Nous avons des étudiants de l'Estaca qui vont dans les écoles primaires pour promouvoir les sciences, y compris au profit des jeunes filles. C'est quelqu'un de l'Estaca qui est à l'origine de l'association Elle Bouge. Nous faisons partie de femmes ingénieurs, etc. C'est absolument essentiel et je me réjouis beaucoup qu'aujourd'hui, avec 22% de jeunes filles en première année à l'Estaca, on ait à peu près le pourcentage de jeunes femmes qui se présentent au concours à venir par lequel nous recrutons. Je vous conseille volontiers la lecture, ou au moins le résumé en 2 pages, d'une étude que vient de publier une commission sénatoriale sur les femmes et la science, où elle pointe que tout commence en primaire, qu'il faut investir sur l'acculturation scientifique, les bases scientifiques, dès le primaire, auprès des petits garçons, mais également auprès des jeunes filles, pour continuer à donner le goût des sciences. Il faut refaire des filières scientifiques, des filières d'excellence, pour que notre pays continue à disposer des ingénieurs dont il a besoin et ne subisse pas de déclassement. Et pour ça, nous avons besoin de tous les talents, garçons et filles. Permettez-moi de vous raconter une anecdote lors de l'inauguration de notre campus de Laval. La présidente de la région demande à une jeune fille, car c'est un de ses sujets de préoccupation, comment elle voyait les choses en termes de jeunes femmes dans les filières scientifiques. Est-ce que ça avait été plus dur pour elle? Pourquoi elle avait choisi l'Estaca, etc. Et cette jeune fille avait répondu, vous savez, là où je me sentais, un peu bête curieuse, c'était plutôt en terminale, où on était 3 filles au milieu d'une trentaine de garçons, et on nous regardait un petit peu de travers. En arrivant à l'Estaca, ça n'a plus aucune importance, parce que nous sommes réunis par une passion commune. En l'occurrence, cette jeune fille fait partie d'une asso qui s'appelle WAVE, et qui est une asso dans le domaine du naval. Et donc, l'intérêt de la matière, le côté école-passion de l'Estaca transcende cette approche genrée, garçons et filles, et permet à des jeunes filles de s'épanouir pleinement à l'école et d'apporter une plus-value, en tout cas d'enrichir par cette parité ou cette complémentarité homme-femme la population de nos étudiants. Alors je voulais vous interroger aussi sur l'intermodalité, la transversalité des mobilités. C'est quelque chose, moi, que je trouve qui n'est pas très développé encore.
Peut-être que l'IA va être un accélérateur dans ce domaine. Sur l'Île-de-France, on a Île-de-France Mobilité qui fait beaucoup de choses. Mais il y a encore il y a encore des trous dans la raquette de la mobilité. Que c'est quelque chose c'est un épiphénomène qu'on regarde à l'Estaca, mais on ne sait pas encore comment trop le prendre. Ou est-ce que là-dessus, il y a des pistes, il y a des choses qui se passent? Non, c'est un vrai sujet. Moi, comme simple citoyen, j'ai pu constater en quelques années, effectivement, les progrès. J'habite en Île-de-France et quand je tape sur Google Maps ou sur l'appli RATP ou que sais-je, il va me proposer pour aller de chez moi jusqu'à la gare Montparnasse de prendre le bus machin, puis le RER bidule, puis le métro truc, etc. etc. Donc ce sont des choses qui avancent. Mais derrière votre question, oui, il y a la conscience de la finalité de la mobilité au-delà d'une approche par secteur, par segment. Notre rôle à l'Estaca, c'est de former les ingénieurs qui vont aider à cette transition-là, qui vont l'inventer, qui vont la concevoir, qui vont la rendre possible. Des ingénieurs qui sont capables d'appréhender une vision globale, qui soit à la fois technologique, environnementale, sociale, voire éthique. Donc être capable d'innover autrement, être capable de travailler dans des écosystèmes, être capable d'intégrer nativement sa responsabilité sociétale. Pour cela, oui, on a, je l'ai dit, la cohabitation des filières qui donne nativement à nos étudiants une vision systémique de la mobilité. On a des spécialisations de dernière année, j'ai parlé d'éco-conception, mais tenez, on a ouvert cette année une spécialisation dans le domaine ferroviaire qui s'appelle ingénierie des systèmes ferroviaires. C'est-à-dire dépasser la formation à l'objet, train, wagon, etc., pour envisager tout son environnement. Le rail, la signalétique, la connectivité, et quelque part, voilà, vous dites les stations, donc on pense forcément intermodalité et tout ce qui s'ensuit. Je disais tout à l'heure, il faut accélérer la boucle courte entre différents acteurs. J'ai parlé des industriels, j'ai parlé du monde de la recherche, j'ai parlé du monde des startups et de la formation. Mais il faut bien évidemment intégrer les territoires dans cette dimension-là. Et ceux avec lesquels on travaille, que ce soit l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, que ce soit à Laval et avec la région ou le département de la Mayenne, que ce soit à Bordeaux, je note une réelle volonté d'accompagner ce type d'évolution. Et je pense que nos ingénieurs, en élargissant en travaillant sur les dimensions que j'ai évoquées, mais également en élargissant les domaines de spécialisation, seront des acteurs des territoires aussi pour aider à développer ce système de systèmes finalement que doit devenir ou qui est en train de devenir la mobilité. Alors, est-ce qu'on peut imaginer à terme des ingénieurs qui aient un diplôme de superviseur des mobilités? Et pourquoi pas? Moi, je pense qu'il y a plusieurs évolutions qui se présenteront. Vous voyez, quand je dis on a une spécialisation en éco-conception, on a ingénierie des systèmes ferroviaires, on développe de plus en plus chez nos systèmes une appréhension de la mobilité du transport sur un cycle de vie, pas seulement sa conception, mais sa conception, sa mise en œuvre, ses usages, son recyclage, etc. On va très certainement, je n'ai pas de projet arrêté dans le domaine, mais je ne serais pas surpris que dans quelques années, on ait des spécialisations du type l'IA dans la mobilité, qu'on ait des spécialisations dans l'intermobilité, qu'on aille vers d'autres types de formations, par exemple la robotique, ou entre transport, mobilité, système connecté, nous avons toutes les compétences
pour aller dans ce domaine qui se développe considérablement. Donc oui, pourquoi pas, et très certainement. Et on a des ingénieurs Estaca qui aujourd'hui sont absolument partout dans l'entreprise, dans des entreprises extrêmement variées, et parfois au sein de l'entreprise qui ont bifurqué vers d'autres domaines, les ressources humaines, le conseil, parce que leur background d'ingénieur qui a une vision systémique de la mobilité leur permet d'appréhender d'une autre manière la mobilité et de transformer leurs compétences de base en les appliquant à de nouveaux secteurs d'activité. Et est-ce que vous travaillez avec, vous avez des accords avec des instituts, vous travaillez avec eux, comme le CEREMA, ou je suppose, ou les gens de Métropolis en dessous de Lyon où c'est une ville reconstituée avec, où on teste les feux, les machins, les trucs, où on teste tout ça. Alors on a des relations avec tous les instituts. Un certain nombre d'instituts. En tout cas, je ne suis pas sûr que nous soyons totalement exhaustifs, mais oui, avec de nombreux instituts, par le biais des enseignants et de la recherche. Il faut savoir que nous avons à l'Estaca ce que nous appelons des responsables de filière, qui sont un peu les électrons libres de la filière qu'ils représentent, qui font le lien entre la formation, les industriels, le monde de la recherche. Je ne vais pas dire qu'ils font de la veille technologique, mais enfin, en tout cas, ils sont capables de s'assurer, en tout cas c'est leur rôle, de la cohérence d'ensemble de la formation avec les évolutions des besoins du secteur. Alors on a parlé du présent, on a parlé d'avenir. Généralement, une question que je pose toujours à mes interlocuteurs, c'est est-ce que vous avez une info qui n'est peut-être pas encore sortie, enfin quelque chose sur lequel vous travaillez, mais vous avez le droit d'en parler, qui serait un petit scoop sur l'Estaca. Qu'est-ce que l'Estaca nous prépare de nouveau pour l'année à venir? L'Estaca, elle est en évolution permanente. Allez, puisque vous me le demandez, j'ai lancé un projet ambitieux en matière d'internationalisation ou d'international concernant l'Estaca. Nous accueillons des étudiants internationaux. Nous envoyons nos étudiants à l'international. Au cours de leur scolarité, ils doivent justifier d'au moins 16 semaines passées à l'international. Et je souhaite que cette dimension-là soit de plus en plus présente et nativement intégrée par l'ensemble de l'école. Bien évidemment les enseignants, mais également les fonctions support et la recherche qui accueille déjà d'ailleurs des doctorants venant de différents pays. C'est une internationalisation outre-Atlantique ou européenne ou les deux? Worldwide. Je n'ai pas d'a priori. Ce que je souhaite, c'est que nous accueillons déjà des internationaux, quelques-uns, très peu nombreux, sur l'intégralité de notre cursus. Nous accueillons des internationaux dans un programme lié à l'aéronautique, un programme de 6 mois. Nous accueillons des internationaux sur des formations courtes, des summer programmes. Ce que je souhaite, c'est développer à la fois notre capacité d'accueillir avec des formations en anglais. Nos formations sont entre 50% et 100% en anglais pour ce qui concerne les formations de spécialité. Développer cela pour accueillir plus d'étudiants internationaux au niveau spécialisation, puis au niveau 4e, 5e année, donc les années de Master 1, Master 2, si vous voulez. Et enfin, sur cette base-là, développer des formations dédiées pour des étudiants internationaux, type Master of Science. Il y va pour moi de l'enrichissement culturel de notre école et de nos étudiants. Si j'étais extrêmement provocant, je dirais que techniquement, on pourrait s'en passer car on est une école passion et véritablement qui est plébiscitée par les étudiants. Nous avons ouvert 140 places à Bordeaux pour la première fois en première année. C'était un défi et nous avons rempli ces places-là avec des étudiants de grande qualité, ce dont je me réjouis. Mais je ne me satisfais pas de ça. L'international, c'est un gage comment dire, c'est
un moteur pour la qualité de notre formation. C'est indispensable pour comment dire, la formation et la dimension internationale de la formation de nos propres étudiants. Et c'est un gage de référencement de notre école. Donc c'est un projet qu'on est en train de mener pour passer de, j'allais dire, quelques dizaines d'étudiants à un volume plus conséquent dans les années à venir. Et il y a d'autres écoles de ce type qui sont multimodales en Europe ou dans les autres pays, c'est très en silo encore En général, c'est très siloté. On a des écoles dans le domaine de l'aéronautique qui sont tout à fait exemplaires. On a des écoles dans le domaine de l'automobile, que sais-je. Réunir les 5 filières, c'est tout à fait spécifique, c'est tout à fait unique. Et former des ingénieurs du ferroviaire, on est les seuls à le faire en France. Donc on a cette capacité d'attraction, à la fois pour des partenaires qui sont eux-mêmes dans une filière. Il y a des pays, en Asie par exemple, qui ont des grands projets dans le domaine de l'infrastructure ferroviaire et qui nous approchent pour voir comment on pourrait les aider à former leurs propres étudiants. Non, c'est vraiment un gage d'attractivité de l'ESTACA. Alors, Denis Bertrand, on a vu la baguette magique. Maintenant, on ne va pas taper du poing sur la table, mais si c'est le moment de passer un message, si vous deviez nous dire ce qui vous agace dans les mobilités, ce qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas, ce serait quoi? Vous savez, quand j'étais commandant de bateau, je disais à mes officiers, n'empêchez pas vos adjoints d'être intelligents. Je pense que l'ensemble des décisions réglementaires ou des décisions politiques doivent s'appuyer sur une réalité physique, une réalité scientifique, voire bien évidemment une réalité sociale, et donner les moyens à ceux qui ont la capacité de faire bouger les choses, d'innover et de proposer des solutions plutôt que de les contraindre et donc d'abandonner un potentiel champ d'innovation et de créativité. Il est primordial que notre pays et que l'Europe en général garde ce qui a fait un de ses atouts, c'est-à-dire cette capacité d'innovation technologique pour rester en avance. Pour cela, l'investissement à l'école est absolument nécessaire. Mais même plus tard, aujourd'hui, des entreprises sont frileuses pour accueillir des étudiants en alternance parce qu'il y a eu des changements réglementaires qui rendent moins soutenable pour elles l'accueil d'alternants. Or, on avait là un dispositif absolument remarquable pour le bien des entreprises qui formaient des jeunes à leurs besoins propres, pour les étudiants eux-mêmes qui étaient souvent capables de financer des études qui coûtent de toute façon très cher dès lors qu'on parle d'études supérieures, et pour les écoles qui diplômaient des jeunes gens qui avaient à la fois un savoir-faire théorique, académique acquis en école et une formation pratique et une connaissance de l'industrialisation de leurs connaissances via l'entreprise. Donc voilà. il y a la loi et aussi l'esprit de la loi. Il y a la loi, l'esprit de la loi et surtout, n'empêchez pas les gens d'être intelligents. Alors, on ne pourra pas terminer cette interview sans que vous nous disiez, à titre personnel, comment vous vous déplacez, votre mobilité, que ce soit à titre professionnel ou pour les loisirs. Vous circulez, je pense qu'en Ile-de-France, vous prenez les transports en commun. Quoique, a priori, vous avez pris la voiture ce matin, vous m'avez dit. Parce qu'il y avait plusieurs enchaînements. Vous savez, je n'ai pas... je me suis aperçu, en réfléchissant à cette question, que les 5 domaines de l'ESTACA sont des domaines que j'expérimente ou que j'ai expérimentés. Je suis de la génération où la voiture était l'instrument de la liberté. Il fallait passer son permis à 18 ans pour partir loin de papa, maman, sillonner la France, etc. Surtout si on habitait au fin fond de la campagne. Exactement. Aujourd'hui, ce n'est plus forcément un réflexe pour nos enfants de passer le permis de conduire, car ils ont une vision peut-être plus mature de la mobilité et des conséquences environnementales. Pour autant, je suis père de famille nombreuse, avec 6 enfants. Et donc la voiture reste
un outil important, voire indispensable pour moi. Oui, le vélo à 6 places, c'est pas très pratique. Ça existe, mais j'allais dire, c'est plutôt des protos, on va dire. Le bateau, ça a été toute ma vie. J'ai passé 15 ans à naviguer. La mer est un espace d'échange et de liberté. 80% de nos échanges commerciaux se font par la mer. Il n'y a pas de puissance stratégique sans puissance navale. Et donc le transport maritime, j'en mesure toute l'importance et l'importance d'accompagner le secteur dans son évolution et sa transformation. L'avion, je ne suis pas un usager régulier de l'avion. Pourtant, quand j'étais dans le Pacifique, où j'étais basé à Tahiti, avec la responsabilité de surveiller et de mener les opérations pour notre pays sur à peu près la moitié de la planète, l'océan Pacifique, et d'entretenir les relations internationales militaires avec l'ensemble des pays riverains, du Myanmar à l'Indonésie, en passant par le Japon, la Chine, le Vietnam, ou de l'autre côté les États-Unis, le Pérou, le Chili, l'avion était indispensable pour que je fasse valoir la présence de la France comme pays riverain du Pacifique auprès de mes homologues, auprès des autorités politiques et militaires de l'ensemble de ces pays, avec des trajets dont la durée moyenne était de 24 à 29 heures pour aller d'un point à un autre. C'était absolument considérable. Seul l'avion pouvait permettre cela. Le spatial, là aussi dans ma vie militaire à Tahiti, ça me permettait de surveiller la moitié de la zone économique exclusive de la France et de garantir qu'elle n'était pas victime de prédation, notamment halieutique. Ça m'a permis de mener quelques opérations de lutte contre les narcotrafics. Et en 2017, sachez que la Polynésie totalisait la moitié des saisies nationales de cocaïne, en partie grâce à la capacité apportée par le satellite. Et puis le train, j'ai une faiblesse pour le train, car je pense que c'est consubstantiel de l'histoire de notre pays depuis 150 ans. C'est la révolution industrielle, c'est le Front populaire, c'est la résistance, c'est l'électrification, c'est la prouesse technique du TGV. Je conseille volontiers la lecture d'Henri Vincenot, qui est un écrivain bourguignon, et donc ça me parle. Moi qui suis d'origine bourguignonne, Les Mémoires d'un enfant du rail, qui permet de comprendre l'importance de cet écosystème. Moi, j'en ai lu un autre de lui. Ah oui, il en a écrit des délicieux. Voilà. Je suis aussi bourguignon. Ah bah, voilà. Depuis des générations. Bah, écoutez, ça nous rapproche. Mais le train, c'est une liberté de faire des voyages à longue distance, à portée de tous, et dans des conditions agréables. J'ai fait récemment un trajet professionnel Bordeaux-Saintes pour me rendre au Ferrocampus, qui est une installation absolument formidable. Alors avec un train français ou un train espagnol ? Non, avec un TER. Bien. Et ce voyage, qui était un déplacement professionnel, est presque devenu un voyage d'agrément, tant on traverse des paysages absolument somptueux, reposants, et donc oui, j'ai une petite faiblesse pour le train. Donc vous voyez, je n'ai pas d'exclusive, j'utilise les moyens de transport de façon très complémentaire, en essayant toujours de choisir celui qui est le plus adapté et le moins impactant pour ses conséquences. Alors on arrive au terme, vous l'avez entendu, du rendez-vous. Un grand merci à notre invité du jour, donc Denis Bertrand, directeur général de l'ESTACA, l'école des ingénieurs de la mobilité durable, sur tous les pans de la mobilité. On a appris plein de choses, on a même eu un droit à un petit scoop. On vous en remercie. Merci donc à tous nos auditeurs et spectateurs. Merci de nous suivre sur anewsmobility.fr. Et n'oubliez pas, pour vous tenir informé de tout ce qui est des actualités des mobilités, n'hésitez pas à vous inscrire à nos newsletters, à notre LinkedIn quotidien. Tous les liens s'affichent en bas de votre écran. À très bientôt pour une nouvelle grande interview et naturellement sur anewsmobility.fr. Merci à tous, au revoir.